la nationale 102 a motivé, si l'on peut dire, la construction du château. Car quand on raconte l'histoire du château d'Aubenas, on commence au 5e siècle, la chute de l'Empire romain, l'Église catholique acquis son pouvoir et l'évêque du Puy et l'évêque de Viviers se disputent cet endroit pour 3 raisons. Mais l'une des raisons, c'est qu'il y a une voie de passage très ancienne qui va de Montélimar jusqu'au Puy-en-Velay. Et donc cette voie de passage a toujours été empruntée, on sait qu'elle est ancienne et que les Celtes déjà l'ont utilisée. Et donc, elle était empruntée par des convois de pèlerins, souvent c'était des muletiers, des centaines de mules qui passaient. Et il faut imaginer ces convois qui étaient décorés avec des pompons, enfin, c'était un autre monde. Et quand ils se sont battus pour 3 raisons, et donc pour celle-ci, car qui dit une voie de passage dit possibilité d'établir un droit de péage, et donc d'enrichir les seigneurs locaux. Et quand le premier seigneur prend possession des lieux, Pont Ier de Montlor en 1084, bien évidemment il instaurera un péage à cet endroit et il pourra gagner de l'argent et développer son château. Les sociétés qui ont racheté les autoroutes n'ont rien inventé au niveau de péage. Exactement, ça c'est une très bonne remarque. Et oui, les 2 autres raisons, si tu veux que je te le dise, c'est parce qu'on est sur un point culminant et qu'en fait ils avaient déjà en tête de monter une tour de guet pour surveiller ce qui se passait aux alentours. Et la 3e, c'était déjà du business, c'est de créer un lieu d'échange entre l'Ardèche au nord, où on voit plus on monte, on est dans les montagnes, un climat montagnard, on cultive plutôt des arbres dont le châtaignier, un sol graniteux cristallin, et l'Ardèche du sud, on est vraiment au début du plateau, en fait, où on a un climat qui est méditerranéen, on cultive la vigne et l'olivier, et en fait, ils avaient déjà en tête de créer un centre d'échange, ce qu'Aubenas est devenu d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de commerçants proportionnellement au nombre d'habitants, et on voit par rapport à notre grand marché le samedi matin qui remplit vraiment le centre ancien. Donc il y a une culture commerciale en fait qui est due à ces premières familles. En fait, la première bataille, enfin la grande bataille de 500 ans pour Aubenas, c'était vraiment pour des raisons économiques. Et cette route était, c'est pour ça qu'elle était vraiment convoitée. Et c'est l'évêque du Puy-en-Velay qui gagne la bataille. Mais on sait qu'après le Vivarais, enfin c'était l'évêque de Viviers, voilà, ça a changé, mais ça c'est une autre histoire. Et donc il y a toujours eu une grande connexion entre ces 2 évêques, et donc cette route quand même, elle est importante, on peut dire pour ça, quoi. Ça a toujours circulé et échangé des marchandises ici, du sud et du nord, l'Ardèche à l'huile, l'Ardèche au beurre. Et on chante là, on arrête de brailler là, comme des tortues là. Allez. Oh non, ah non, non. Ah, tu me files pas ce qu'on appelle la France-Afrique. Et quand on pense à France-Afrique, on pense essentiellement à la question du pétrole, surtout depuis l'affaire Elf, le procès Elf, qui avait mis un petit peu toutes ces affaires sur la table. Et on pense un peu moins à la question de l'uranium. Et pourtant, les mécanismes de domination néocoloniale qui ont été mis en place à la fin des années 50 et au début des années 1960 pour préserver les intérêts français et les intérêts pétroliers ont été exactement les mêmes en ce qui concerne la sécurisation des approvisionnements en uranium. Et à l'opposé de ça, depuis 40 ans, on nous resserre maintenant de manière extrêmement régulière un discours qui repose sur un mythe, celui de l'indépendance énergétique de la France grâce à l'énergie nucléaire civile.
Et ce mythe de l'indépendance énergétique de la France, il repose sur diverses manipulations statistiques officielles, dont la principale, celle qui nous intéresse à l'association Survie, consiste à ne pas comptabiliser comme des importations énergétiques les importations d'uranium. Et on les comptabilise simplement comme des importations de matières premières ordinaires, à la différence des importations de pétrole, de gaz, etc. Et cette manipulation et ce mythe de l'indépendance énergétique, alors que depuis 2001, on ne produit plus d'uranium sur le sol français et que la totalité de l'uranium consommé dans les centrales est importé, et encore aujourd'hui en grande partie d'Afrique, eh bien ce mythe permet justement de passer sous silence les conditions dans lesquelles se fait cette exploitation de l'uranium par Areva au Gabon il y a quelques années, et encore aujourd'hui au Niger pour un tiers à un quart de sa production, et de laisser dans l'ombre les conditions économiques, sociales, politiques qui permettent cet approvisionnement. Pour assurer toute la filière nucléaire et tout électrique en France, pour notre confort quotidien, Areva en Afrique pille les richesses du sous-sol, finance des coups d'État, en quelque sorte, des coups d'État militaires, pour maintenir justement son impact dans ces pays et préserver cette filière. Mais quand on considère la faible part effectivement du revenu extrait de la production uranifère qui revient à l'État nigérien, quand on considère les conditions politiques dans lesquelles s'est faite pendant 40 ans cette extraction, effectivement le terme qui convient le mieux c'est celui de pillage. Bon, on joue à quoi déjà? Je joue au trou du cul, donc le trou du cul c'est pas bien compliqué. Le principe de base, on est 6, donc il va y avoir un trou du cul, un vice-trou du cul, 2 neutres, un vice-président et un président. J'ai bien aimé ton geste. Donc en fait, à chaque nouveau tour, le trou du cul il va donner ses deux meilleures cartes au président, et le vice-trou du cul, sa meilleure carte au président. Au vice-président. Attends, c'est de l'arnaque ton jeu là. C'est comme, c'est comme si t'as une vieille voiture et puis qu'on te donne des sous pour en acheter une neuve. Ou alors que t'as pas de voiture et puis tu payes l'augmentation de la TVA sur le train. Voilà, tout compris. Tu te fais avoir quoi. C'est comme quand t'as une vieille chaudière et qu'on te donne des sous pour la réparer, mais si t'as pas de chauffage, t'as rien. Voilà, c'est tout à fait ça. Dégueulasse. Ou encore, comme l'euro million qui est un jeu de trou du cul où des millions de gens donnent quelques euros pour un gagnant qui va gagner des millions et qui ne saura plus quoi faire. Voilà. Bah, on peut l'aider nous. Hein. L'euro million c'est un peu la plus grande partie de trou du cul d'Europe. D'Europe. Euro million. Mais c'est bien, ça fait jouer tous les gens ensemble, c'est quelque chose de très sociétaire. Voilà. C'est des conflits en spéculation. Le tirage. Alors en gros, le 2 c'est la meilleure carte, faut bien se rappeler de ça. Donc, Si t'as pas ensuite... de jeu, c'est comme la chaudière, tu fais rien. Oh mais ça c'est un jeu absurde, mais bon, le but c'est de pas remettre les trucs en question, quoi. Pas remettre les choses en question parce qu'après... Sinon, t'es trop du cul. Suivre les lois comme un ami. Exactement. Donc alors on va tirer au sort pour pouvoir décider qui est le président. Donc tirez une carte. Celui qui a la carte la meilleure sera président. Allez.